il y a une grande différence entre penser ce qui arrive avec la crise par les moyens habituels de l'observation, des constats, des réflexions, et celui de le voir inscrit comme codage dans un moule fixe et stable, comme l'est l'alphabet hébreu, outil de la création. Justement, j'attendais que l'un capitule pour faire apparaître l'autre. Bon, nos savants économistes nous parlent de récession. C'est la première fois qu'ils annoncent un drame pareil. Mais ils ont dû constater que toutes leurs prévisions étaient un échec. Ils n'aboutissaient à rien. Par conséquent, le moment est bien venu de faire apparaître un autre type de critère, celui qui se réfère à l'alphabet hébraïque. Et je voudrais pour thème le mot croissance. Parce que pour les économistes, la croissance, c'est la clé de tout. Il faut retrouver la croissance et on retrouvera le bonheur de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que cette croissance et où en ont-ils pris la notion? Ils en ont pris la notion sur l'expérience que nous avons depuis 2-3 siècles d'un progrès social, économique, industriel qui se précise chaque année et qui nous donne l'impression de croître en importance et en qualité de productivité. La croissance, c'est le taux de productivité. Mais pour l'alphabet hébraïque, qu'est-ce que c'est la croissance? Il faut le regarder, parce que la croissance, elle est consignée dans l'alphabet. On la voit très clairement. Regardez. La croissance, c'est ce que nous faisons quand après nous être mariés, on a des enfants, une situation, et on augmente sa capacité de vivre. La croissance, c'est donc un moment évolutif. Si on nous dit qu'il faut relancer la croissance, cela veut dire qu'il faut relancer le moment évolutif. Ou alors, on a de la croissance une notion évasive. Et à mon avis, c'est le cas. Les économistes ont de la croissance une notion vague, floue, inutile. Sauf pour en parler. On peut parler de la croissance en ne sachant pas ce qu'elle est. En réalité, c'est un moment évolutif dans une unité, et ce moment évolutif est extrêmement bien circonscrit. Il est limité. Il a un départ et une fin. Il se produit à ce qui est très important, c'est de comprendre la crise. La crise, c'est précisément l'ignorance de ce que je viens de dire. Comme vous ne savez pas que le processus est donné par l'alphabet hébraïque, comme vous n'avez qu'une pensée qui est celle de l'observation des choses par vos propres moyens, eh bien, vous pouvez juger de la crise en fonction des expériences antérieures de crise, mais vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez ni où vous êtes dans le cycle, ni où vous êtes sur la ligne d'interférence entre la croissance et l'avenir, et vous ne savez absolument pas ce qu'il faut faire. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. J'espère que vous avez bien compris le problème. Le problème, c'est que nous avons affaire à une fin de cycle, que cette fin de cycle a deux sortes de surfaces d'évolution. Une évolution à
D'ailleurs, avec cette crise, nous avons vu une pléthore, une quantité incroyable d'économistes sortir de tous les côtés, ayant tous le même savoir, les mêmes faits, les mêmes données, mais chacun ayant sa petite pincée de particularité pour la regarder, et discutant, ou à n'en plus finir, sur les raisons que l'on aurait de faire dominer ou l'un ou l'autre. Des raisonnements oiseux. Car en réalité, la philosophie du monde actuel, de la politique actuelle, qui donne la priorité à l'économie, est en train de se comporter philosophiquement comme le régime insectoïde le demande. Ce n'est pas adapté à la réalité de l'être humain. L'être humain a au contraire l'os à l'intérieur, les systèmes nerveux qui prédominent sur le système alimentaire, et c'est l'esprit qui commande. L'esprit qui ne connaît qu'une seule réalité, la sienne. Nous avons donc affaire à une philosophie trompée. Nous vivons, et la crise tient à cela, à ce que nous vivons tous obligatoirement dans un complexe psychosocial édifié sur une erreur de diagnostic sur la. Là, il y a vraiment ce qu'on peut appeler la crise. Non plus une crise parmi d'autres, comme on aurait pu en voir là, mais la crise par excellence, parce qu'au-delà du tsadé final, dans le cycle, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'activité matérielle s'arrête, et elle s'arrête au moment de son exploitation la plus généreuse, la plus large, la plus intense, et donc la plus surprenante. On ne s'y attend pas. Et c'est au moment où elle va le plus fort que soudain, elle ralentit et il n'y a plus rien. La surprise est donc grande, et la crise, c'est l'effet de surprise. Parce qu'on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas si on ne connaît pas le régime évolutif. Mais si, comme moi, on connaît le régime évolutif, on s'y attend. Et si on s'attend à une crise, on prend des précautions. Je vous dirais que dans la Bible, il y a un exemple vaillant d'action menée sur une information connue. Quand Joseph interprète le rêve du pharaon, qui a rêvé de 5 vaches grasses et de vaches maigres, et d'épis de blé gras et d'autres blés, il lui dit, mais c'est bien simple, vous allez avoir 7 années de disette, après avoir 7 années d'énormes productions. Eh bien, pendant que vous aurez l'énorme production, faites des provisions, garnissez vos greniers et prévoyez la disette que vous aurez 7 ans après. Politiquement, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il était informé. Il semblerait que nous, dans notre culture, nous ne soyons pas informés. C'est la différence. C'est pourquoi la surprise, la crise nous surprend, parce qu'on ne s'y attend pas, on ne sait pas qu'elle doit arriver, et nous n'avons pas de critères qui nous aient permis de prendre des précautions. Eh bien, tout cela vient de ce que l'on ne veut pas accepter, qu'il y ait un